bonjour à tous et à toutes. Je vous propose, vu qu'on est peu nombreux, je vous propose de venir vous regrouper un petit peu à l'avance, comme ça facilitera les échanges entre nous. Voilà, on va pouvoir commencer donc cette table ronde qui porte donc sur le secteur tertiaire et notamment sur les questions de sobriété, de plan de sobriété et de stratégie de rénovation et comment on peut penser la cohérence de ces stratégies entre elles. Donc je me présente rapidement. Charline Dufournet, je travaille à l'association Négawatt, qui est une association d'expertise indépendante qui travaille sur tout ce qui est prospective, énergie, climat, matière. Et Négawatt, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille tout particulièrement sur les questions d'économie d'énergie et le rôle que ces économies d'énergie peuvent avoir dans les stratégies de décarbonation des différents secteurs de la France et aussi à l'échelle de l'Union européenne en travaillant la question de la sobriété notamment et de la rénovation. Alors on travaille sur la prospective, mais on travaille aussi sur la mise en œuvre de plus en plus, en partenariat d'ailleurs avec des organisations qui sont présentes aujourd'hui à cette table, parce que voilà, la sobriété, ça reste assez conceptuel et il faut travailler ce que ça veut dire concrètement sur le terrain. Aujourd'hui, donc, on parle de la cohérence entre sobriété et rénovation. Ça évoque plusieurs questions. Ça évoque la cohérence entre les temps courts et les temps longs. On a vu qu'il y avait une première vague de mise en œuvre de la sobriété dans le cadre des plans de sobriété qui ont été lancés dans un contexte de crise énergétique, donc plutôt sur des actions rapides, un temps court. Et puis aujourd'hui, on se pose la question du temps long, de la pérennisation de la sobriété et notamment de son intégration dans les stratégies de rénovation des gestionnaires de parcs et notamment dans le cadre du décret tertiaire. Le deuxième point en lien avec cette question de cohérence, c'est aussi, on sait que quand on parle de sobriété ou de rénovation, pour atteindre de la performance énergétique, il faut regarder le projet d'économie d'énergie dans son ensemble et regarder la cohérence des gestes entre eux. Et puis, dernier point qu'on abordera aussi aujourd'hui avec cette table ronde, c'est la cohérence de dire la sobriété et la rénovation. Il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux organisationnels et humains. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça en allant écouter surtout les retours d'expérience de terrain, de gestionnaires de parcs, d'organisations qui les accompagnent pour identifier les freins, les leviers à la mise en œuvre de sobriété et de rénovation de manière cohérente. Donc aujourd'hui, à cette table ronde, nous avons Mathieu Toraval, qui est fondateur du bureau d'études ILEX Énergie. Donc vous accompagnez des industries, des acteurs du secteur tertiaire, agricole et industrie dans leurs projets d'économie d'énergie, en travaillant à la fois sur les enjeux techniques mais aussi financiers. Sébastien Hérault, vous êtes responsable du service transition énergétique de la communauté de communes Cœur de Savoie, une commune qui a beaucoup œuvré sur les économies d'énergie déjà avant la crise de 2022 et qui a mis en place un plan de sobriété avec des résultats assez impressionnant dont vous nous parlerez. Samuel Martin, qui est co-directeur co-responsable du pôle mesure du bureau d'études Enertech, un bureau d'études qui travaille depuis plus de 40 ans sur la performance et la transition énergétique des bâtiments, qui travaille autant sur la conception, mais aussi sur tous les enjeux de mise en œuvre des projets de sobriété et de rénovation, en travaillant sur les dynamiques d'accompagnement, autant techniques que organisationnelles. Vous faites aussi beaucoup de campagnes de mesures dans toute la France. Et puis Julie Purdu, qui est co-directrice, directrice adjointe du programme ACTE pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, un programme qui est porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, où vous accompagnez les collectivités dans leurs projets à la fois d'efficacité énergétique mais aussi de sobriété. Vous venez d'arriver à ACTE et avant ça, on pourra aussi en parler, vous étiez à la ville de Lyon au sein de la mission Transition énergétique.
Alors pour commencer, je pense que c'est déjà intéressant de vous interroger sur les retours d'expérience et je commencerai par Sébastien. Voilà, donc Cœur de Savoie a mis en place un plan de sobriété en 2022. Est-ce que vous pouvez déjà nous partager les retours d'expérience que vous avez eus à travers ce plan? Qu'est-ce qui a rendu ce plan possible, les freins, les leviers identifiés? Alors en fait, la communauté de communes Cœur de Savoie, donc elle se situe dans le département de la Savoie, autour de plusieurs communes, mais notamment la commune de Montmélian, qui historiquement est très engagée sur ces sujets de transition énergétique. Elle est assez récente, issue de la fusion de 4 intercos, et au moment de la fusion, à une voix près, la communauté de communes a pu se faire, il y a 10 ans. Autant dire que le sujet de consensus, le sujet fédérateur, il était à trouver, et la façon dont notre présidente, à la fois présidente maintenant et maire de Montmélian, a souhaité orienter l'action de la collectivité, ça a été de fédérer l'ensemble des élus de la collectivité sur des sujets de transition énergétique. Ça a été ça le levier fondamental. Donc déjà, on avait quand même un terreau favorable, avec des élus plutôt sensibles à cette question-là. On avait mis en place un suivi énergétique de tous nos bâtiments qu'on connaissait à peine, puisque dans la fusion, c'était compliqué de savoir quels étaient le nombre d'abonnements électriques qu'on avait, quelle était la quantité d'énergie qu'on pouvait consommer, etc. Et donc, on est arrivé dans un contexte où on a déjà commencé à travailler à la connaissance en fait, de nos systèmes. Et le plan de sobriété, dont le discours du président de la République du 14 juillet 2022 a été un élément déclencheur, puisque pour la première fois, on avait un président qui nous parlait de sobriété. Et donc, on s'est dit, là, il y a quand même une opportunité, parce qu'on savait bien que tartiner de photovoltaïque nos voitures ou nos parkings, c'était pas suffisant. Isoler nos bâtiments, c'était bien, mais il fallait de toute façon revenir sur des piliers de négawatts, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, et donc travailler ces questions de sobriété. Et donc ça faisait quelques mois déjà que je questionnais nos élus pour dire comment on pourrait avancer sur la sobriété. Est-ce que vous avez une volonté d'avancer là-dessus? Et clairement, le discours du président a été un élément déclencheur. On était à l'époque en plus dans une situation où on risquait un équilibre, en fait, tout simplement le déséquilibre des réseaux électriques et donc l'arrêt d'un certain nombre de systèmes qu'on a pu le voir il y a quelques jours en Espagne. Et donc, il y avait une très forte inquiétude. Donc, pour nous, ça a été un élément important. Donc, à la fois de la connaissance, à la fois aussi un moment déclencheur. Et donc, on a pu lancer un plan de sobriété porté par les élus. Déjà, ça c'était un point important, puisqu'il fallait bien sûr soutenir politiquement cette démarche. L'ensemble des services de la collectivité, et là, moi je veux quand même indiquer que dès le départ, la direction générale s'est mobilisée là-dessus, les directeurs ont bien compris que c'était un enjeu et ont joué leur rôle dans ce dispositif. Donc c'était pas une personne dans un bureau qui avait imaginé un truc, mais c'était bien toute la collectivité qui se mettait en route. Et le final, et je vais finir par ça, c'est d'arriver à 35% d'économie d'énergie sur les bâtiments les plus consommateurs, en fait, entre deux périodes de chauffage, bien sûr en corrigeant la rigueur climatique. Donc c'était quand même des résultats extrêmement intéressants, ambitieux, auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. On savait qu'on avait des grosses disparités. Le problème acté et tous les audits qu'on avait pu faire nous avaient montré que on chauffait les bâtiments à peu près jamais quand on les utilisait. C'est-à-dire, j'ai en tête une pépinière d'entreprise où le jour où on chauffait plus la pépinière, c'était le dimanche. Voilà, et c'était assez classique quand on faisait des audits de se rendre compte de choses. Un bâtiment sportif dont le code de l'énergie indique la température maximum 16 degrés, qui n'était jamais descendu en dessous de 23 degrés pendant l'hiver précédent. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des leviers importants à actionner et qu'on a voulu vraiment saisir cette opportunité nationale pour lancer une prise de conscience à la fois pour les agents, bien sûr, à la fois pour les utilisateurs des bâtiments, mais au-delà, au sein de la collectivité, pour faire en sorte que le mot sobriété ne soit pas un vilain mot. Merci pour tous ces retours. Je vais passer à Julie. Acté a notamment travaillé en partenariat avec Enertech sur toute une analyse des retours d'expérience des collectivités que vous avez accompagnées et les plans de sobriété qu'elles ont mis en place. Quelles sont les grandes conclusions en tout cas que vous retenez de cette étude des retours? Merci. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit mot complémentaire sur Acté. C'est un programme C2E qui existe en fait depuis 5 ans et qui a vocation à favoriser le passage à l'acte des collectivités. Et pour favoriser ce passage à l'acte, plus de 90% des financements d'Acté vont directement aux collectivités pour financer des postes d'économes de flux, des audits,
des études d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, justement pour préparer et accompagner ces travaux. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, en fait, rapidement, il a paru évident pour acter. Donc, je le parle comme vous l'avez compris, je n'étais pas là à l'époque, puisque ça fait un peu 2 mois que je suis, seulement 2 mois que je suis à Acté, et donc mon discours sera peut-être aussi un peu teinté de la ville de Lyon, puisque c'est à la ville de Lyon que j'ai connu en tout cas cette période un peu particulière. Mais en tout cas, pour revenir sur l'étude qu'a menée Acté, rapidement, Acté a fait un sondage auprès d'une centaine de collectivités pour essayer de comprendre comment les collectivités avaient réagi et comment s'était passée la mise en place de ces plans de sobriété. Mesdames, Messieurs, les ateliers Planète pour agir concrètement pour décarboner son organisation vont commencer en salle Bellecour 3. N'hésitez pas. Donc je poursuis. Ce dont on s'est rendu compte à partir de cette enquête rapide, c'est effectivement il y avait des enjeux organisationnels. Comment on mobilise au sein d'une collectivité justement pour faire face à cette urgence. Enfin, si je prends l'exemple de la ville de Lyon, c'était plus 25 millions d'euros de factures énergétiques. Donc comment est-ce qu'on se mobilise? Comment on trouve les compétences au sein de la ville pour savoir exactement que faire et comment on met en place notamment des actions à gain rapide. Donc température de consigne, arrêter de chauffer l'eau des lavabos, enfin, etc. Il y a un certain nombre de mesures qui paraissent évidente, comme vous l'avez dit, en fait, on se rend compte qu'on ne respectait pas au sein de certaines collectivités les températures de consigne, même réglementaires. Et donc, tous ces enjeux-là, il nous a paru intéressant, en tout cas, d'approfondir et de lancer une étude en étant accompagné par Enertech et Samuel qui est à côté. Donc, une étude qui a permis d'aller plus loin et notamment auprès d'une vingtaine de collectivités d'interviewer élus et responsables de services. Et dans les grandes lignes, et je laisserai peut-être Samuel compléter parce qu'il a quand même mené l'étude, c'est vrai qu'il y a l'enjeu de connaissance des bâtiments, du patrimoine qui est absolument essentiel, la gouvernance, comment on associe services, élus et bien entendu l'acceptabilité des usagers par rapport à toutes les mesures qui peuvent être mises en place. Bonjour à tous. Oui, pour compléter, alors pour reprendre, alors nous historiquement on accompagne beaucoup les actions de sobriété et d'efficacité sur les gestionnaires de patrimoine. Cette séquence là pendant l'hiver 2022-2023 sur la plan de sobriété est quand même assez intéressante par la dynamique massive qui a été mise à l'œuvre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes gestionnaire de patrimoine particulièrement, mais même tous à titre individuel, on a tous agi, globalement quasiment tout le monde a agi. Je ne sais pas si vous savez les économies qui ont été faites durant cet hiver-là, si vous avez les ordres d'idées en tête. Il y avait un objectif de 10% en 2 ans affiché par le gouvernement. Bon, les économies sur le gaz et l'électricité ont été de 12% en un hiver, un peu moins sur l'électricité, un peu plus sur le gaz, donc plus que ce que le gouvernement escomptait. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est quand on regarde la courbe des consommations à l'échelle nationale, elle n'a pas bougé depuis lors. C'est-à-dire qu'on reste sur ces 12% encore aujourd'hui, malgré le fait que la dynamique et le soufflet est retombé. On a cranté quand même une réduction très importante d'un coup, de plus de 10% de nos consommations. Et c'est ça qu'on a essayé d'analyser dans cette étude. Alors sur le parc des collectivités, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles actions ont été mises en œuvre? Comment ça a été? Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Et comment ça peut être envisagé au sein des structures pour que ce soit maintenu dans le temps? Puisqu'à l'époque, vous vous rappelez, c'était vraiment urgence, crise. Donc il y avait les analyses portaient beaucoup sur le fait que la sobriété a été subie, contrainte, qu'on allait avoir un effet rebond immédiatement dès que la pression de la crise allait s'amenuiser, ce qui n'est pas le cas.
Donc voilà, donc en fait ce qu'on a vu c'est que l'action a été massive, quasiment toutes les structures ont agi, toutes les collectivités, c'est pas seulement les bons élèves qui sont autour de la table qui ont agi, toutes les collectivités ont agi et toutes ont fait des réductions de consommation, pas de 25%, mais 10-12%. Il y a même les collectivités toutes petites qui n'avaient aucune expérience, aucune ingénierie sur ces aspects de performance, ont fait ces éléments d'économie. Donc tout le monde pouvait agir, c'était pas un problème de finance, c'était pas un problème d'expérience ou de compétences, c'était pas tellement un problème de décision politique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites spontanément. C'était de savoir avant tout quoi faire. Mais même ça, c'était pas tellement de problème parce qu'il y a eu quand même de la communication du gouvernement, des campagnes de communication. Il y a eu beaucoup d'articles dans les médias. Enfin, il y avait une couverture. Enfin, on parlait que de ça. Je sais pas si c'était votre cas à la machine à café durant cet hiver-là, mais c'était le sujet numéro 1 qui était discuté. Et ce qu'il fallait faire était quand même assez entendu. Le plus compliqué, c'était de savoir comment faire. C'était qui on pouvait mobiliser pour aller choisir les actions les plus pertinentes et surtout c'est quoi le mode d'emploi, comment on procédait pour les mettre en œuvre. Et donc c'est ça qu'on a analysé sur ce qu'ont fait les collectivités. Et donc pour aller très vite, il y a les collectivités qui ont réussi vraiment à mettre des choses intéressantes en place. Les deux principaux points, c'est qu'elles ont réussi à mobiliser les usagers en profondeur. Donc ce qui est pas gagné pour les collectivités. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans les collectivités particulièrement, mais certes c'est du service public, mais c'est une organisation qui est quand même très hiérarchique, très pyramidale. Et les décisions, elles sont prises plutôt en haut, et là les usagers sont plutôt en bas. Et donc quand ça a été imposé en mode vraiment top-down, ça n'a pas bien fonctionné. Et sur les entreprises, c'était la même chose. Le retour qu'on a eu sur les gestionnaires de parcs d'entreprises, quand ça a été imposé depuis là-haut, ça a été assez mal vécu, normal, et ça a été peu suivi d'effet. Donc là où ça a marché, c'est quand on a réussi à mobiliser les usagers, d'une part pour les mettre dans la dynamique, pour pas les faire subir des choses de manière forcée, et d'autre part parce que souvent c'est eux qui avaient des éléments importants de réponse, de savoir quoi faire. C'est eux qui connaissent les bâtiments, c'est eux qui savent où se situent les équipements, ce qui marche pas, etc. Donc ça c'est le premier point, d'arriver à mobiliser l'usager. Et le deuxième, c'est d'avoir mis en place un système d'organisation spécifique. Donc ça a été le cas à Cœur de Savoie, peut-être Sébastien pourra en donner, mais ça a été vraiment systématiquement le cas. Et c'est pareil, c'est contre nature pour une collectivité qui est vraiment un fonctionnement en silo. Donc d'arriver à faire discuter les gens de terrain là et là, les mettre autour de la table, et ben c'est très compliqué parce qu'il faut remonter les têtes de silo et c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et donc là où ça a bien fonctionné, c'est quand les structures ont réussi à mettre en place ces organisations un peu alternatives, de crise, d'urgence souvent, en mettant les bonnes personnes autour des bonnes tables pour arriver à avoir des bons éléments de décision et mettre en place des bonnes actions. Voilà, je suis un peu long, mais ouais. Merci. Alors c'est intéressant parce qu'on a entendu des enjeux financiers aussi mentionnés par Julie Purdus sur c'est vrai que le secteur tertiaire, qu'on parlait de collectivité, enfin qu'on parle de collectivité ou d'entreprise, c'est quand même un secteur qui est assez soumis aux fluctuations des marchés de l'énergie, et ça s'est particulièrement vu en 2022. Samuel, tu mentionnais que pour toi le financement n'était pas forcément le problème numéro 1. Mathieu, à Toraval, vous du coup vous accompagnez des acteurs, entreprises mais aussi collectivités, et notamment dans cette recherche de financement. Quels sont les retours justement d'expérience que vous avez à la fois sur le fait d'aller chercher ces gains comme source de motivation pour passer à l'action, et en même temps les difficultés aussi à aller chercher les financements pour mener ces opérations d'économie d'énergie? Merci. Déjà, bonjour à tous. Effectivement, nous on accompagne certes des collectivités, mais aussi des entreprises industrielles ou agricoles ou des grands gestionnaires de bâtiments tertiaires, et on retrouve des problématiques qui sont extrêmement similaires. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de réduction des consommations, ça, elle est clairement là, que ça soit pour des raisons purement économiques ou non, d'ailleurs. Mais il y a souvent des actions identifiées, des choses qui pourraient être mises en place techniquement, qui savent qu'ils veulent faire. Il y a souvent des audits qui ont été réalisés, qui sont plus ou moins bons. On a déjà 3 scénarios sous les yeux. Mais après, concernant la mise en œuvre, ça représente des coûts qui sont souvent pas négligeables. Et aujourd'hui, la feuille de route et la capacité à chiffrer les investissements qui vont être faits dans le temps par rapport aux aides qui existent aujourd'hui, mais dont on ne sait pas si elles seront encore là demain, c'est quelque chose qui est très compliqué. On voit que le sujet de la visibilité sur les différentes aides, c'est un énorme problème pour les entreprises et les collectivités qu'on accompagne, parce que
aujourd'hui, ils sont en permanence poussés à aller chercher l'action la plus rapide, celle qui maintenant bénéficie d'un financement très important, qui peut-être demain ne le sera plus, et donc sans forcément respecter un ordre, disons, logique des opérations dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on pousse, c'est vraiment d'articuler les aides dès le début, dans la définition de la feuille de route, les prendre en compte et avoir conscience qu'il y a peut-être deux types d'aides. Il y a des aides qui sont vraiment pérennes. Je pense au fonds chaleur qui est vraiment là tous les ans. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière récurrente. Je pense aux aides du FEDER qui sont sur des plans de 4 ou 7 ans, qui sont des choses, on sait que ça va être là. Les certificats d'économie d'énergie, ça fait 10 ans que c'est là, ça bouge un peu, mais c'est un dispositif qui existe. Et après, il y a des bonifications, il y a des aides qui sont sur des durées très très courtes, il y a un peu d'opportunisme, indéniablement. Il ne faut pas non plus fermer la porte à cet aspect-là, parce qu'on peut aller chercher de la surperformance par rapport à ce qui a été prévu. On peut peut-être aller un peu plus vite sur certains sujets. Aujourd'hui, on voit par exemple les contrats de performance énergétique qui permettent de venir bonifier les primes C2E. Bon, dans le cadre du décret tertiaire, où on doit prendre des engagements sur des réductions de consommation d'énergie importantes, mettre en place un contrat de performance énergétique, donc c'est-à-dire un engagement de réduction de consommation, puisque dans tous les cas, c'est vers là qu'on va, autant bénéficier de cette typologie de contrat qui va venir vraiment multiplier les financements qu'on peut aller chercher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser sur tout type d'acteurs, et les acteurs du tertiaire en particulier, parce que je parlais de CPE, et c'est eux qui bénéficient majoritairement de ce genre de système. Merci. Alors, je pense que là, on a montré à partir des résultats qui ont été transmis, des retours d'expérience, que la sobriété a fait ses preuves en 2022. Alors, dans un contexte de crise, et maintenant se pose aussi la question de la pérennisation de la sobriété et donc de son intégration aussi dans les stratégies plus globales d'économie d'énergie et de rénovation. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, Sébastien, justement sur cette articulation temps court, temps long. Voilà, vous avez été très proactif en 2022. Aujourd'hui, quel est le regard, d'ailleurs, que ce soit sur cette dynamique politique, mais aussi des services, sur l'enjeu de pérenniser la sobriété et de la coordonner avec les stratégies de rénovation? Alors déjà, je voudrais dire que le plan de sobriété tel qu'on l'a mené, aujourd'hui, il arrive à un bilan qui est très positif, déjà en termes de chiffres, mais c'est aussi une fierté pour les élus, qui montrent que par des actions simples et qui font du sens, on arrive à des résultats rapides. C'est aussi une fierté pour les utilisateurs, parce que en fait, Samuel le disait tout à l'heure, on avait quand même fait une large communication auprès de tous les utilisateurs, c'est-à-dire qu'à l'entrée de tous les bâtiments qui étaient sous le plan de sobriété, il y avait un affichage pour expliquer pourquoi on le faisait, qu'est-ce qu'on allait faire, quelle serait la facture si on changeait rien, quelle était la facture aujourd'hui du bâtiment et qu'est-ce que serait la facture si on changeait rien. Un usager d'un gymnase, il ne sait pas qu'un gymnase, ça coûte 40 000 € de chauffage par an. Et ça, c'est assez normal qu'il ne le sache pas, sauf que quand on fait les chiffres, c'est bien ça. Donc c'est important quand même d'avoir ces ordres de grandeur-là en tête, c'est surtout qu'à un moment où on a annoncé en plus un doublement de la facture de gaz et d'électricité. Donc c'était plutôt une fierté, en fait, pour tous les usagers. Donc fort de ça, la pérennisation, Samuel l'a dit, en fait, on est rentré dans une logique de se dire, maintenant, ça y est, c'est le classique. Nos actions, elles portaient sur tous les leviers que le programme Acté avait pu identifier dans son retour d'expérience, les leviers principaux, la température de consigne en présence, ça suscitait beaucoup d'inquiétudes. Est-ce qu'on met 20 degrés? Est-ce qu'on met 19 degrés? Est-ce qu'on met 21 degrés? Beaucoup de débats autour de ça. Mais finalement, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est surtout en période d'inoccupation de nos bâtiments, parce que les périodes d'inoccupation sont beaucoup plus importantes. Et ça a été un sujet, et je dirais que c'est toujours un sujet aujourd'hui. Je vais reprendre les mots qui m'ont choqué d'un installateur chez nous, pourtant d'un grand groupe français, sur un système de régulation d'un bâtiment, à qui je disais récemment, dans le cadre du réglage de cette installation, on va mettre un réduit extrêmement bas en période d'inoccupation du bâtiment. Et lui de me dire, ah non, mais si vous mettez un réduit bas, vous n'allez pas faire d'économie d'énergie. Alors encore une fois, il confondait énergie et puissance. Et donc ça m'attriste finalement ça, parce que finalement on se retrouve dans des difficultés de mise en œuvre, tout simplement parce que les acteurs de l'énergie ne sont pas malheureusement tous compétents sur ces sujets-là. Alors il était très ouvert, on a pu discuter librement, j'ai fait quelques cours de thermique pour lui expliquer comment ça fonctionnait.
Mais voilà un petit peu la situation. Donc votre question sur comment on pérennise, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet en fait. L'enjeu c'est vraiment de pouvoir avoir, moi je pense, quelques clés. Moi j'en identifie 3. La première c'est d'avoir des outils de mesure. Déjà, on ne s'améliore que si on se mesure. Donc nous, on avait la chance, par exemple, d'avoir des capteurs de température connectés dans les bâtiments. Ça, aujourd'hui, ça coûte rien, en fait. Et ça permet de savoir, est-ce qu'on chauffe à 23 degrés, est-ce qu'on chauffe à 19 degrés, est-ce qu'on sous-chauffe, comment on fait en période d'inoccupation. Donc ça, c'est quand même, de mon point de vue, extrêmement important. La deuxième, c'est continuer à avoir un soutien politique là-dessus. Et quand je dis soutien politique, moi, j'ai la chance d'avoir des élus particulièrement engagés sur ces sujets de transition énergétique. Mais je pense que c'est valable à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau de l'État. Aujourd'hui, la sobriété, voilà, c'est pas forcément un sujet dont on entend parler. Et je pense que prendre conscience qu'on est dans un système fini avec des ressources finies et travailler notre impact, c'est un levier important. Et puis le troisième levier, c'est la mobilisation de tous les acteurs. Je pense que ça, c'est un élément important. J'ai, pour une petite anecdote, peut-être pour plaisanter, j'ai voulu relancer une action de mobilisation des acteurs parce que je pense que la sobriété, c'est quelque chose, c'est une culture qui doit s'inculquer ou s'apprendre, ou en tout cas être travaillée, être entretenue. Et donc j'ai voulu présenter à mon comité de direction en début de période hivernale, à cet hiver, donc fin 2024, une nouvelle version de communication qu'on pourrait faire, fort de tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir, en comité de direction, dans une salle où il faisait 14 degrés parce que le chauffage était en panne. Forcément, vous connaissez la réponse d'avance. Je le savais d'avance en rentrant dans la salle. Donc ça a été, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu mener d'action de communication, mais je pense que vraiment ces 3 leviers sont importants. Donc je les rappelle, les outils de mesure, voilà, et des dispositifs simples. Première chose. Deuxième chose, une volonté à tous les niveaux, et je pense qu'à chacun à notre niveau on peut faire des choses. C'est sûr que c'est plus facile quand on a un président de la République qui fait un discours et qui dit ça. C'est évident. Et puis le troisième sujet, c'est mobiliser tous les acteurs pour faire en sorte que la sobriété, ça peut être aussi un événement heureux, ou en tout cas ça peut être des moments où on lutte contre une forme de gaspillage, ou en tout cas d'indécence énergétique. Ça sert à rien de balancer de l'air chaud à l'extérieur des bâtiments quand il n'y a personne dedans. Voilà, c'est tout simple, mais ça fait faire des économies extrêmement importantes, on a pu le montrer. Merci. Julie, c'est aussi intéressant sur cette question de pérennisation de la sobriété et surtout de son interaction avec la rénovation, parce que le programme Acté a été construit initialement pour travailler principalement sur les questions d'efficacité énergétique, donc de rénovation, et puis progressivement vous avez intégré les questions de sobriété. Aujourd'hui vous êtes un acteur majeur sur le sujet d'accompagnement des gestionnaires de parcs et des collectivités, enfin des gestionnaires des collectivités. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment ce changement s'est fait et puis comment vous pensez l'interaction entre sobriété et rénovation dans les dispositifs d'accompagnement que vous proposez? Alors je vais y venir, mais je réagis juste sur ce qu'a dit Sébastien, parce qu'en fait ces 3 mots-clés, finalement c'est exactement ce qui ressort en fait dans l'étude d'Acté, et donc enfin voilà, c'est vrai que c'est absolument évident. Et un petit clin d'œil sur Lyon. Lyon, au moment de cette crise énergétique, a mis en place plein de choses. Et notamment, il y a, Samuel connaîtrait peut-être le chiffre mieux que moi, mais il y a à peu près 1200 bâtiments à la ville de Lyon, et ils ont décidé qu'ils allaient nommer un correspondant sobriété référent sur chaque bâtiment. Donc à Lyon, aujourd'hui, il y a un réseau de 200 correspondants sobriété qui ont en charge ces efforts de sensibilisation des usagers, de répondre à toutes questions, de prêcher aussi quelque part la bonne parole. Mais en fait, ça a quand même pas mal marché au moment de la crise. Mais maintenant que la crise elle est passée, il faut quand même réussir à faire vivre ça. Et c'est, en tout cas, moi, au moment où je suis partie, c'était un vrai défi, en fait. Parce qu'il y a cette mobilisation qui se fait, en fait, au moment des situations compliquées. Mais après, quand on rentre dans le train-train quotidien, en fait, on oublie, voilà, on attend ça. Enfin, c'est un peu l'effet rebond, quoi. Donc bref, pour en revenir à Acté, c'est vrai que sur la base des éléments dont on vous a parlé avec Samuel, là l'idée c'est de vraiment, voilà, dans cet aspect un peu, dans cet ADN un peu agile d'Acté, de vraiment être à l'écoute des collectivités et répondre à leurs besoins. Donc là, on va lancer des groupes de travail
en lien avec les collectivités qu'on finance. Et d'ailleurs, avec l'appui d'Enertech et de l'association Négawatt, des groupes de travail vraiment pour, avec l'idée de comment est-ce que ces plans de sobriété, on les inscrit dans la durée, comment est-ce que on produit même on s'interroge sur vraiment cette approche de plan de sobriété, on fait des modèles en fonction des typologies de collectivités, on met en place des outils, enfin vraiment qu'on s'interroge et qu'on avance là-dessus et que vraiment on ancre des choses importantes. Ça, c'est le premier point, donc ça va démarrer là, puisque assez rapidement. Et à côté de ça, on continue en tout cas la réflexion autour du fait que c'est pas que de la sobriété énergétique. En fait, on l'a bien vu, c'est une sobriété qui doit percoler, être portée dans tous les politiques publiques. Dans le numérique, dans la mobilité, etc. Donc comment est-ce que via des outils qui sont aujourd'hui aux mains des collectivités, les plans climat énergie territoriaux, les plans climat volontaires ou d'autres documents en tout cas stratégiques, on fait en sorte que la sobriété soit au cœur des politiques publiques. Et on s'interroge au niveau d'Acté, comment est-ce que toujours avec notre ADN d'accompagnement sur les questions d'efficacité énergétique, on peut aider les collectivités à réfléchir dans d'autres domaines qui sont même l'alimentation, des choses qui sont, pour l'instant c'est un peu à l'idée de brainstorm, mais c'est pour montrer que il nous semble important de continuer à travailler sur ces questions-là. Samuel, un des retours en tout cas qu'Enertech avait noté, c'est qu'il y a un vrai besoin de partage des retours d'expérience. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de collectivités. On est sur un salon où il y a beaucoup d'entreprises. Et en fait, les retours d'expérience des collectivités viennent aussi alimenter ce qui peut être fait par les entreprises dans leur parc. Finalement, il manque un acté côté privé. Quels sont les retours, en tout cas côté Enertech, que vous faites passer sur la nécessité d'avoir plus d'échanges sur ce qui se fait, plus de partage entre gestionnaires de parcs. Et puis aussi, pour revenir à cette question d'interaction entre sobriété et rénovation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé dans les retours d'expérience que vous avez analysés, cette question de bien penser les deux en même temps? Alors sur la partie, donc on a travaillé aussi avec l'IFPEP, suivi les travaux de l'IFPEP, qu'on fait des retours d'expérience sur ce qui s'est passé sur le tertiaire privé. Effectivement, malheureusement, les deux mondes sont assez distincts. Les deux mondes ne se parlent pas, alors que quand on est sur le terrain, un gestionnaire de parc, ça reste un gestionnaire de parc. Il a des bâtiments, il a des systèmes de chauffage, de ventilation, des usagers. Des économes de flux ou des energy managers, des facility managers, peu importe, c'est le même travail en fait, donc il y a énormément de similarités. Et même au niveau de la gouvernance, je l'ai déjà tout dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de similarités sur le fonctionnement organisationnel d'une structure tertiaire privée ou publique. Donc on plaide pour mutualiser les choses et c'est ce qu'on constate sur les retours d'expérience. Et pour faire le lien avec la pérennisation. Donc pour continuer avec le retour d'expérience, ce qui s'est passé sur cet hiver-là, 2022-2023, qui est intéressant parce que ça a été à grande échelle un terrain de jeu sur mettre en place de la sobriété. Avant, on essayait de le faire un peu péniblement avec les gens motivés, mais c'était quand même compliqué. Là, tout le monde a joué. Et tout le monde était presque surpris de l'ampleur des économies qui ont été faites. Les gestionnaires de parc étaient surpris qu'il y ait eu aussi peu de plaintes. Et ils sont encore plus surpris que les économies soient maintenues dans le temps et qu'il y ait peu de retour en arrière. Les températures dans les gymnases, par exemple, elles ont été fortement abaissées. Ça reste bas et les gens ils font du basket et ils continuent à faire. Alors quand Grenoble a mis à 14 degrés au yoga, quand même. Donc là où ça a été trop loin, ça a un peu remonté, mais sinon il y a peu de retour en arrière sur les actions qui ont été mises en place. Et nous, le constat qu'on en fait, c'est deux choses. C'est d'une part le fait que on a tapé dans les gaspillages aberrants énergétiques, ce qu'on avait complètement oublié. Donc là, il n'y a pas tellement de très anciens, moi j'y étais pas, mais dans les années 70, suite au choc pétrolier, il y a vraiment eu une chasse au gaspillage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la com qui a été faite à l'époque. Donc il y a eu une dynamique nationale pour aller chercher, lutter contre les gaspillages énergétiques, et ça a été complètement oublié, on a complètement passé à autre chose après.
Et là, c'est revenu d'un coup sur l'ouvrage. Et donc, les gens se sont remis à avoir des lunettes en disant « mais il faut que je fasse attention au gaspillage énergétique complètement aberrant ». Et ça a été assez bien fait. C'est une grosse partie du gisement qui a été fait. C'est pour ça qu'on le maintient aujourd'hui. C'est qu'on a sabré un peu cette partie du haut de l'iceberg. Et l'autre chose, c'est qu'on a renversé la table sur la considération autour du confort thermique en hiver et des consignes de température. C'est que nous, on en fait beaucoup d'accompagnement de terrain. 19 degrés, c'est inscrit dans la loi, etc. Mais on n'en parlait plus, tellement c'était contre-productif. C'était tabou de parler de réduire la température de consigne de chauffage. C'était à Mich, retour à la bougie. Hein. Ça, c'est des mots du président de la République quelques mois avant la guerre en Ukraine. Et là, d'un coup, la France entière a parlé de 19 degrés tout le temps au petit-déj, à la machine à café, avec les parents, les amis et au travail. Et tout le monde, je pense, s'est posé au moins la question de savoir de diminuer la consigne de température chez soi, de fermer les radiateurs dans les chambres qui n'étaient pas du tout utilisées. Et au niveau des structures professionnelles, tertiaires, privées ou publiques, c'est pareil. Et donc, en fait, on a essentiellement joué avec un ingrédient, qui est la température de consigne de chauffage, qui est un gros gisement au niveau national. Mais nous, on a une trentaine d'ingrédients pour faire de la sobriété. Et on a joué avec un petit peu la rationalisation des surfaces chauffées, un petit peu l'éclairage public dans les collectivités, mais c'est quasiment tout. Et c'est ça qu'on a déjà fait 12% avec ces deux éléments-là. Mais il y a encore plein de choses à faire. Et donc les collectivités, elles se posent maintenant la question de savoir comment je fais pour cranter les choses, qui sont un peu tout seuls, mais quand même, il y a maintenant, on est passé d'une cellule de crise à une organisation où il faut que ça s'installe dans le temps, que les exploitants ils apprennent à faire de l'optimisation énergétique, c'est pas leur boulot de départ, Sébastien l'a dit, que les usagers maintenant ils soient habitués à avoir cette considération de maîtrise des consommations. Et puis il faut amplifier les choses et il faut le rendre cohérent avec les travaux qui sont par ailleurs de décrets tertiaires, de décrets BAX, des obligations de part et d'autre, des PPI, des plans de mandat, donc de tout ce qui est les politiques et les stratégies à l'œuvre qui touchent à l'énergie du bâtiment, qui touchent à la consommation énergétique des bâtiments. Et c'est pas très évident. Premièrement, pour des aspects organisationnels, j'ai dit tout à l'heure, en fait, mettre en place des actions de sobriété, ça nécessite d'être très proche du terrain avec une organisation assez transversale. Ça, c'est contre nature pour un gestionnaire de parc, tertiaire privé ou public. Donc, comment on arrive à jongler entre une structure assez pyramidale, inhérente, et cette souplesse d'aller chercher les infos sur le terrain et une capacité à faire du transversal. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est à l'œuvre là et qui impacte énormément la question de savoir comment on concilie la rénovation avec la sobriété, parce que c'est tout l'enjeu, il est là. Comment on met en place une organisation qui permet d'aborder de manière globale ces deux sujets. Et l'aspect organisationnel, il est majeur là-dedans. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a encore plein d'ingrédients à explorer. Et donc, comment on arrive à travailler sur l'amplification de ces mesures de réduction de consommation, soit parce qu'il y a des portages politiques forts, soit parce que même si la pression financière elle est tombée, ça fait des économies très faciles à faire. Hein. Donc il y a quand même des oreilles encore grandes ouvertes sur la réduction facile de factures, et il y a encore plein de choses à faire. Et par contre, il y a un piège à éviter qui est de se précipiter sur les actions rapides et efficaces sans réfléchir au reste. Et du coup, ce qui amène à tuer le gisement dans le jargon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait les actions les plus efficaces, on change la chaudière à fioul vieillissante par une pompe à chaleur, on vient isoler les combles de notre entreprise ou de notre mairie, et une fois qu'on a fait ça, après on dit de toute façon il faut aussi isoler les murs. Là, le temps de retour, c'est plus la même. Et puis c'est trop tard, on n'a plus les budgets, c'est plus cohérent au niveau financier, et en plus on a déjà fait des travaux, on a déjà fait le job, on va pas encore continuer. Et donc là, on vient couper la capacité à aller au bout de la transformation du parc, de respecter les objectifs et à concilier ces actions de court terme qui sont hyper intéressantes et essentielles, mais qui doivent être vraiment complémentaires avec une vision long terme de transformation du parc. Sur cette question, justement, Mathieu, sur la partie financement, on sait que donc on a
Le décret tertiaire, je pense qu'on a entendu en tout cas que c'est vraiment nécessaire d'aller voir l'objectif à long terme pour penser le projet de performance énergétique de manière cohérente, éviter effectivement de tuer le gisement par des actions pensées uniquement à court terme. Est-ce que les aides financières aujourd'hui qui existent incitent en tout cas les acteurs gestionnaires de parcs privés à aller dans ce bon sens-là de réflexion de manière cohérente? Moi, j'espère quand même, parce que c'est quand même fait pour ça. Mais effectivement, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des opportunités qui sont parfois assez ponctuelles, il y a des aides qui sont là pas pendant longtemps, on ne sait pas si elles seront renouvelées l'année prochaine. Je pense au fonds vert là, qui a été réduit d'un coup. Il y a vraiment un effet baguette magique, donc qui fait que les acteurs ont envie d'en profiter maintenant et pas plus tard. Donc encore une fois, c'est mettre ça dans un contexte plus large. Mais les aides permettent surtout de permettre à des projets qui n'auraient pas vu le jour de sortir de terre. Je pense au raccordement à des réseaux de chaleur, par exemple. Aujourd'hui, ce sont souvent des investissements qui sont très conséquents. S'il y a des aides aujourd'hui, on en voit beaucoup qui ont lieu. Et si on est sur des réseaux de chaleur, issus de chaleur de récupération, en termes de décret tertiaire, on va atteindre des niveaux d'économie qui sont très conséquents et on va utiliser de la chaleur qui de toute façon était avant rejetée aux petits oiseaux. Donc on va peut-être commencer par ça. La sobriété, c'est aussi limiter les déperditions. Parfois on pense qu'à son site, regarder ce qu'il y a autour. Nous on voit ça beaucoup entre des sites. On a un site qui est exothermique d'un côté et de l'autre côté il a une énorme chaudière. Peut-être parlez-vous, et un réseau de chaleur, c'est pas forcément quelque chose qui est énorme et qui traverse toute une ville. Ça peut être des tout petits réseaux entre 2 ou 3 abonnés qui se partagent d'un moyen de production. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font, qui sont assez intéressantes financièrement parce que bénéficient d'aide et parce que à long terme, c'est intéressant. Mais effectivement, il ne faut pas considérer l'aide comme, disons, un bonus de fin de travaux, c'est super, j'ai fait des travaux, à combien j'ai le droit d'aide? Non, c'est vraiment, cette aide va me permettre d'aller chercher une surperformance par rapport à ce que j'aurais fait si je ne pouvais pas bénéficier de financement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il existe plein de guichets de financement différents. Il y a des guichets qui vont être régionaux parce que la région a ses propres objectifs et veut pousser certaines choses. Il y a des guichets qui vont être nationaux pour la même raison, ou voire même européens. On voit qu'il y a une certaine complexité. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions de la salle par rapport à ce qui a été dit. Oui. Alors je crois qu'il y a un micro. Bonjour, Sandrine Noiset de RTE. Je suis en charge du programme flexibilité de consommation et du coup déjà bravo pour toutes les actions que vous menez, effectivement éviter de consommer une énergie dont on n'a pas besoin, c'est la première étape. Est-ce que vous intégrez aussi la notion de flexibilité dans vos réflexions et vos projets, vos visions long terme des projets de rénovation et de sobriété? Je peux répondre pour une partie, en tout cas, des partenaires avec qui on travaille. On travaille beaucoup dans le froid, dans la production de froid et notamment dans le stockage de fruits et légumes avec des partenaires agricoles qui, justement, ont la capacité de pilotage de leur groupe froid parce que c'est des énormes chambres froides. S'ils arrêtent de faire tourner les groupes pendant quelques heures, il y a une inertie assez importante. Donc c'est quelque chose sur lequel ils jouent régulièrement. Oui. Peut-être côté collectivité, la flexibilité est un sujet qui commence à devenir un peu compliqué, en tout cas, quand on regarde, donc quand moi j'entends flexibilité, j'entends stockage. En fait, la question c'est comment on stocke l'énergie. Et je dis un peu compliqué parce que historiquement, on avait quand même souvent des systèmes, notamment sur l'eau chaude sanitaire, qui est quand même un moyen où on peut stocker. Historiquement, c'était un vecteur important. Et aujourd'hui, quand on regarde justement l'efficacité des systèmes qui stockent l'énergie, l'efficacité des systèmes de bouclage, on a plutôt tendance à supprimer tous ces systèmes-là pour intégrer des préparateurs d'eau chaude instantanée qui vont du coup amplifier la problématique sur les réseaux électriques. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on a 2 leviers importants qui vont nous aider à avancer là-dedans. La première, c'est, on en parlait dans l'Agora juste avant, l'autoconsommation collective. Nous, on a beaucoup d'opérations en cœur de Savoie sur l'autoconsommation collective. On gère d'ailleurs une des plus puissantes de France, je pense, avec une centrale hydroélectrique de 2 MW. Donc voilà, on a quand même pas mal de participants. Et clairement,
Maintenant, l'enjeu de synchroniser, alors avec des courbes solaires plutôt, hein, la consommation et production, à mon avis, elle va arriver. On va commencer, à mon avis, à travailler sur des systèmes de stockage locaux d'énergie. On commence à y réfléchir, d'autant plus que nous, collectivités, par exemple Cœur de Savoie, on gère des questions d'eau potable. Et traditionnellement, nos captages, ils sont en pied de massif et nos réservoirs, ils sont en haut de massif. Donc on passe notre temps à alimenter des pompes qui vont remonter l'eau en haut des réservoirs. Et quand on réfléchit au fonctionnement d'une station de pompage turbinage, on se dit qu'on n'est pas complètement éloigné de ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quand même des moyens de mutualisation importants. Donc l'autoconsommation collective, clairement, c'est un premier levier. Puis le deuxième levier que moi je vois intéressant, avec un moment où on électrifie massivement les systèmes, c'est le stockage batterie qui va arriver, à mon avis, avec les véhicules électriques de manière un peu plus généralisée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, alors on est dans des dispositifs un peu innovants, là justement avec notre partenaire InnoGrid, on va monter un dispositif sur les charges pilotées, sur l'autoconsommation collective. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est d'avenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance historique d'avoir du stockage d'énergie, notamment avec l'eau chaude, a plutôt tendance à être abandonnée dans nos collectivités, notamment suite à ces questions de sobriété. On dimensionne maintenant des équipements au plus proche du besoin. Ouais, juste en complément. Ça marche. Donc nous, on est des acteurs historiques de la réduction des consommations. Du coup, historiquement, on n'a pas beaucoup fait de flexibilité parce que on dit mais c'est pas la même chose. Et même c'est des choses qu'on a, on a été surpris dans la communication de RTE ou du gouvernement. Parmi la mesure de sobriété, il y a décaler son lave-linge. Enfin, attention, c'est pas du tout de la sobriété, ça, c'est pas du tout de la réduction de consommation. C'est intéressant, mais appelons un chat, quoi. Donc, je pense que ça se précise aujourd'hui. Il y a des enjeux de réduction de consommation, et il y a des enjeux de gestion de puissance et de flexibilité. Je pense qu'il y a un enjeu à repréciser les choses en disant on ne parle pas de la même chose, c'est complémentaire et les deux sont très utiles. Et c'est vrai qu'historiquement, il y a quand même pas un enjeu fou dans les collectivités, hein. Même chez les gens, on ne peut pas non plus décaler des milliards d'usages. Il y a l'eau chaude qui est bien connue. Mais bon, voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que on le fait de plus en plus parce que c'est complémentaire pour le coup. Parce qu'une fois qu'on va avec une casquette plan d'action sobriété efficacité, et ben on accompagne la mise en place d'une dynamique, d'une organisation qui va comprendre les usages, comprendre ce qu'ils consomment, quand, où est-ce que ça se passe, quel type d'équipement, comment ils sont asservis, parce que si on doit gérer l'intermittence des ventilations, bah, il faut bien qu'on sache dans quel tableau et ça se passe, comment. Et donc une fois qu'on fait ça, en fait, on a déjà fait 85% du chemin de dire ouais, et en fait si on veut faire de la flex, on a déjà quasiment toutes les réponses. Donc on l'intègre de plus en plus dans la réflexion. Mais je pense que ça gagnerait à dire c'est un complément. C'est pas pareil, mais ça se combine assez bien, quoi. Moi, je vais très rapidement. Au sein d'Acté, on a un sous-programme qui porte sur ça, et notamment dans l'effacement électrique. Les collectivités le savent. Pour l'instant, on a un peu du mal à mobiliser. On en mobilise quelques-unes, on mobilise des syndicats d'énergie, mais c'est quand même des sujets qui sont très techniques et qui ne sont pas forcément... Voilà, les collectivités manquent aujourd'hui de recul, en tout cas sur cette partie-là. Mais ça avance, en tout cas, comme le disaient mes collègues. Merci beaucoup pour vos retours. Effectivement, je pense que je connais vos collègues et que je travaille avec eux. Effectivement, vous parliez du stockage, des batteries, etc. On peut jouer sur l'inertie aussi du bâtiment. Et effectivement, comme vous le disiez également, avec les études que vous faites pour la sobriété, en fait, vous avez déjà 95% des infos, des clés pour pouvoir justement mener des réflexions sur la flexibilité et comment placer les consommations au meilleur moment, là où la production d'énergie est la plus décarbonée et la moins chère. Donc c'est pour ça que je posais cette question pour savoir si c'était intégré, parce qu'effectivement c'est complémentaire, ce sont deux sujets différents mais qui sont complémentaires. Donc merci à tous pour vos retours. Et peut-être pour information, si ça vous intéresse, donc le RTE et Enedis ont lancé un concours qui s'appelle CubeFlex, en partenariat avec A4MT, donc c'est l'IFPEB, qui est l'IFPEB d'ailleurs qui travaille aussi sur la flexibilité de consommation depuis au moins 10 ans.
et qui permet, donc ce concours vise à accompagner les bâtiments tertiaires, les bureaux d'études, etc., pour justement tester la flexibilité de consommation, s'approprier cette notion-là, découvrir en étant accompagné et voir ce qu'il est possible de faire sans forcément de gros travaux, etc. Merci. Très bien. Ben, merci. Je crois qu'on nous a fait signe parce qu'on a déjà un petit peu débordé, donc on va s'arrêter là. Merci à tous et à toutes pour vos interventions et voilà, bonne fin d'après-midi.